Les ombres de l'enfance, pourquoi certaines personnes deviennent-elles narcissiques? Pourquoi naît chez un être humain ce besoin de s'élever au-dessus des autres, tout en étant presque coupé de ses propres émotions? Dans cette vidéo, nous remontons aux origines, là où l'image de soi se construit, dans l'enfance. Nous montrons quels schémas familiaux favorisent le narcissisme et pourquoi derrière ce désir d'admiration se cache souvent un profond sentiment de manque. Cette compréhension aide à reconnaître le comportement narcissique, à mieux le comprendre et à se protéger lorsqu'on en est soi-même victime. Le développement du narcissisme commence souvent très tôt. Dès la petite enfance, les fondations sont posées par la manière dont les parents réagissent à l'enfant, comment la proximité et les limites sont transmises. Les enfants ont besoin d'attachement. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont vus, entendus et compris. Mais lorsque les figures d'attachement sont émotionnellement absentes, dépassées ou imprévisibles, l'image de soi de l'enfant peut vaciller. Certains enfants développent alors un mécanisme de protection. Ils tentent de compenser le manque de sécurité intérieure par une reconnaissance extérieure. Ils s'adaptent, dépassent les attentes ou cherchent constamment la validation de l'extérieur. C'est ainsi que naît cette tendance à définir son propre moi par la performance, le succès ou le contrôle. L'enfance et l'image de soi l'inverse peut également jouer un rôle, lorsqu'un enfant est constamment admiré sans recevoir de feedback authentique. Quand il doit toujours être spécial, mais n'est pas vraiment vu, un moi instable peut également émerger. Dans les deux cas, l'enfant n'apprend pas qui il est réellement. Il apprend à jouer un rôle. Et c'est précisément cette empreinte précoce qui peut conduire plus tard à un comportement narcissique. Fort à l'extérieur, fragile à l'intérieur. Impressionnant pour les autres, mais coupé intérieurement. Tous les enfants émotionnellement négligés ne deviennent pas narcissiques. Mais presque chaque personne au trait narcissique a connu trop peu d'attention véritablement sensible durant son enfance. C'est une réalité que la psychologie française a longtemps explorée, notamment à travers les travaux sur l'attachement et la construction du moi. Reconnaître la négligence émotionnelle ne signifie pas nécessairement violence ou rejet manifeste. Souvent, ce sont les petits moments constants d'être ignorés. Lorsqu'un enfant ressent que ses émotions n'ont pas d'importance. Quand il apprend qu'il n'obtient de l'attention que s'il performe, fonctionne ou s'adapte. Imaginez un petit garçon nommé Antoine qui rentre de l'école, excité de partager sa journée, mais ses parents sont trop occupés, trop fatigués, trop absorbés par leurs propres préoccupations. Jour après jour, semaine après semaine, il apprend le silence. Dans de telles situations, un enfant développe une profonde insécurité. Suis-je vraiment digne d'amour tel que je suis? Ai-je le droit de ressentir ce que je ressens? Cette insécurité ne reste pas dans l'enfance. Elle grandit avec lui. Et un jour naît ce désir de cacher son intérieur vulnérable derrière une façade. Au lieu de se sentir soi-même, l'extérieur devient plus important. Le succès, le statut, la reconnaissance. Les narcissiques ont besoin de cette validation externe parce qu'il manque quelque chose à l'intérieur. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que personne n'était là pour leur refléter tôt. Tu es suffisant, même sans masque. Le problème, celui qui n'a jamais appris à être en contact avec ses propres émotions a aussi du mal à comprendre celles des autres. Et c'est précisément ce qui manque ensuite dans les relations amoureuses, les amitiés, la gestion des critiques. Prenez l'exemple de Pierre, 32 ans, brillant dans son travail mais incapable de maintenir une relation au-delà de quelques mois. Ses partenaires se plaignent toujours de la même chose. Il ne les écoute pas vraiment, il ne les voit pas. La bonne nouvelle, la compassion envers soi-même, la maturité émotionnelle, l'empathie, tout cela peut encore se développer plus tard. Mais cela commence par la volonté de regarder en face, de revenir en arrière et de comprendre sa propre histoire. Mécanisme de défense et stratégie d'adaptation, le rejet dans l'enfance frappe plus profondément que beaucoup ne le pensent. Il ne se manifeste pas seulement par des mots durs ou des punitions, mais aussi par le silence, par des regards, par des comparaisons avec d'autres. Un enfant qui reçoit le sentiment de ne jamais être assez commence à douter de lui-même. Il se demande « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Il commence à s'adapter, à plaire, à performer, à rester silencieux. Et parfois, il développe des stratégies pour combler ce vide intérieur, par exemple par la surcompensation, par la grandiloquence ou par le retrait. Le contraire du rejet n'est pas la surprotection, mais la véritable connexion émotionnelle. Un sentiment de sécurité. Je suis vu, je peux être, je suis soutenu, même quand je fais des erreurs. Cette connexion crée la confiance, non seulement envers l'extérieur, mais surtout envers son propre moi. Elle forme la base d'une estime de soi stable qui ne vacille pas au moindre vent contraire. Les personnes qui ont été rejetées tôt portent souvent un ancien schéma en elles. Elles s'accrochent dans les relations ou se retirent complètement. Elles cherchent la validation et ont en même temps peur de la proximité.
Elles veulent la connexion et sentent pourtant que quelque chose les retient. Ces contradictions internes rendent difficile la construction de relations saines. Mais cela ne signifie pas que c'est impossible. La première étape, prendre conscience d'où viennent ces schémas. La deuxième, se permettre de faire de nouvelles expériences. Dans des relations basées sur le respect, dans des contacts où une véritable proximité peut naître, pas à pas. Car tout comme le rejet a marqué, la connexion peut guérir. Parfois, cela commence avec une seule personne qui te voit. Et parfois, tu es toi-même cette personne pour toi. Le désir de validation extérieure, l'empathie, ne naît pas d'elle-même. Elle grandit à travers les expériences, le contact, le vécu des émotions, les siennes et celles des autres. Un enfant n'apprend pas l'empathie par des mots, mais par la relation. Quand il remarque « mes émotions sont les bienvenues », quand quelqu'un est là qui ressent ce qui se passe, sans qu'on ait besoin de l'expliquer, quand les larmes sont séchées, non par distraction, mais par une présence authentique. C'est ainsi que naît la compassion pour les autres et aussi pour soi-même. Mais que se passe-t-il lorsque cette expérience manque? Quand un enfant doit réguler seul ses émotions, quand la douleur est ignorée ou dévalorisée, alors l'empathie ne peut pas se déployer. Il se crée un vide ou un mécanisme de défense. Au lieu de la compassion se développe parfois la froideur ou l'indifférence. Les personnes qui n'ont jamais appris comment catégoriser les émotions ont du mal à réagir avec compassion. Non pas parce qu'elles ne le veulent pas, tout simplement parce qu'elles ne le connaissent pas. Pensez à Sophie, cette femme que tout le monde admire pour son intelligence et sa réussite professionnelle. Pourtant, dans ses relations intimes, elle semble froide, distante. Ce n'est pas qu'elle ne veuille pas aimer. Elle ne sait simplement pas comment accéder à cette partie d'elle-même. Enfant, personne ne lui a appris à nommer ses émotions, à les accueillir, à les comprendre. Et pourtant, l'empathie peut s'apprendre plus tard, par une expérience consciente. La pleine conscience peut aider à retrouver un accès à ses propres émotions, à ressentir ce qui se passe réellement en soi, au-delà des couches de protection. Et ce n'est que lorsque tu es connecté avec toi-même que tu peux vraiment te mettre à la place des autres. Le bien-être émotionnel est une condition préalable, car celui qui n'a jamais expérimenté ce qu'est la sécurité émotionnelle aura du mal à l'offrir aux autres. Cela ne signifie pas que quelqu'un est trop froid ou incapable d'aimer. Cela signifie seulement qu'il y a un angle mort. Et cet angle mort peut être regardé avec curiosité, sans honte, sans pression. L'empathie ne commence pas dans la tête. Elle commence dans le corps, dans le cœur, et souvent dans ces moments où l'on est soi-même porté. Schéma relationnel chez les narcissiques, la confiance est quelque chose qui se construit lentement, pas à pas. Un nourrisson vient au monde complètement dépendant, comptant sur quelqu'un pour réagir quand il pleure, quand il a faim, quand il cherche la proximité. Quand ces réactions viennent de manière fiable, grandit chez l'enfant un sentiment de sécurité. Le monde est un endroit sur lequel je peux compter. Et de là naît la confiance primordiale, la base de tout ce qui vient après. Mais que se passe-t-il lorsque cette sécurité manque? Quand la proximité est imprévisible, quand l'attention est parfois l'appui retiré, ou quand l'enfant ressent qu'il n'est le bienvenu que lorsqu'il fonctionne. Alors ne naît pas la confiance, mais la prudence. Un tâtonnement constant. Est-ce que je vais bien en ce moment? Puis-je être comme je suis? Cela conduit souvent plus tard à ce que les gens aient du mal à vraiment s'engager. Certains s'accrochent, par peur d'être à nouveau abandonnés. D'autres se retirent avant que quelqu'un d'autre ne puisse le faire. Les deux sont des mécanismes de défense. Et les deux sont compréhensibles. Car celui qui a vécu une fois combien la confiance brisée est douloureuse veut se protéger contre une répétition. Imaginez Marc, 28 ans, qui sabote systématiquement ses relations amoureuses. Dès qu'une femme commence à se rapprocher vraiment, il trouve une raison de partir. Ce n'est pas qu'il ne veuille pas d'amour, c'est qu'il a appris, enfant, que l'amour est conditionnel et peut disparaître à tout moment. La bonne nouvelle, la confiance peut à nouveau grandir. Elle a juste besoin de temps et d'expérience qui montrent. Cette fois, c'est différent. Une personne qui reste. Une conversation qui n'est pas dévalorisée. Un sentiment qui peut être partagé sans que quelqu'un ne rie ou ne détourne le regard. Ce sont de petits pas, mais ils changent beaucoup. Ils permettent au système nerveux de se détendre lentement. Et ils font à nouveau place à la proximité, sans peur de se perdre soi-même. Si tu as des difficultés à faire confiance dans ta vie, ce n'est pas de ta faute. C'est un signe que tu as appris à te protéger. Et peut-être est-ce maintenant le moment de remettre en question cette protection. Non pas parce qu'elle était fausse, mais parce que tu as aujourd'hui d'autres possibilités. Empathie et sécurité émotionnelle, une relation avec une personne fortement marquée par le narcissisme commence souvent comme un conte de fées. Il y a quelqu'un qui te met sur un piédestal, qui écoute exactement, charmant, attentif. Tu te sens vu, peut-être pour la première fois vraiment.
Mais avec le temps, quelque chose change. L'admiration fait place à la critique. L'attention devient contrôle. Et du sentiment chaleureux de proximité naît un constant va-et-vient émotionnel. Les personnes aux traits narcissiques ont du mal à vraiment s'engager. Elles ont un fort besoin de maintenir leur image de soi. Et cela ne leur réussit souvent que lorsqu'elles se sentent supérieures. Dans une relation amoureuse, cela signifie « il ne s'agit pas d'un « nous », mais souvent seulement du « je » du narcissique. Les besoins de l'autre passent rapidement au second plan. Les reproches, le silence, la dévalorisation, tout cela peut faire partie de cette relation. Souvent si subtilement qu'on le remarque à peine, jusqu'à ce qu'un jour on ait le sentiment de s'être perdu soi-même. Prenez l'exemple de Léa, 35 ans, qui après 3 ans avec un homme narcissique ne reconnaissait plus la femme qu'elle était devenue. Elle qui était si vivante, si créative, s'était transformée en ombre, marchant sur des œufs, questionnant constamment sa propre réalité. C'est ce qu'on appelle en psychologie le gaslighting, une forme de manipulation émotionnelle subtile mais dévastatrice. Celui qui vit avec un narcissique constate à un moment donné. La relation semble épuisante parce que la véritable réciprocité manque. Mais c'est précisément cela qui caractérise un partenariat sain, que les deux puissent se montrer avec tout ce qu'ils sont et que les besoins ne soient pas un combat de pouvoir, mais un espace pour grandir. Si tu as le sentiment d'être coincé dans une relation où tu donnes constamment et où peu revient, alors tu peux te demander « Qu'est-ce que cette connexion me donne et que me prend elle ?» Il ne s'agit pas de changer l'autre. Il s'agit de te sentir toi-même à nouveau et de te permettre de poser des limites là où tu risques de te perdre. Parfois, cela nécessite un soutien, une conversation, un coaching, une thérapie. Et parfois, il faut surtout la permission de te prendre toi-même au sérieux. Tu n'es pas trop sensible, pas trop exigeant. Tu as le droit à une connexion qui nourrit, pas à une relation qui épuise. Développer la compassion envers soi-même quand nous nous intéressons à l'origine du narcissisme, il ne s'agit pas de trouver des coupables. Il s'agit de comprendre comment les mécanismes de défense deviennent des schémas de personnalité. Comment du manque de proximité naît une fin d'admiration. Et comment les blessures de l'enfance s'inscrivent silencieusement dans les relations, souvent toute une vie. Les narcissiques ne sont pas simplement de mauvaises personnes, mais ils peuvent, par leur comportement, blesser profondément les autres. Et c'est pourquoi il est si important de voir les deux côtés, l'origine et les faits. Si tu as affaire à une personne marquée par le narcissisme, la connaissance est ton plus fort allié. Elle t'aide à reconnaître ce qui se passe. Elle t'aide à te délimiter là où tu t'es toujours remis en question toi-même. Tu peux poser des limites. Tu peux prendre tes besoins au sérieux. Et tu peux te libérer de relations dans lesquelles tu ne te sens pas vu, mais exploité. En même temps, il vaut la peine de regarder vers l'intérieur. Qu'est-ce qui m'a conduit dans cette relation ? Quel schéma se répète peut-être dans ma vie ? Et que puis-je faire différemment aujourd'hui pour mieux prendre soin de moi ? Dans la tradition psychanalytique française, de Lacan à Dolto, on comprend que la guérison commence par la prise de conscience. Reconnaître les patterns, nommer les blessures, puis choisir consciemment un nouveau chemin. Résumer et appel à l'action la guérison signifie que tu redeviens capable d'agir, que tu te souviens, tu peux te protéger, et tu peux grandir, même à partir d'expériences douloureuses. C'est un processus qui demande du temps, de la patience et souvent du courage. Mais chaque pas que tu fais vers toi-même est un pas vers la liberté. Si cette vidéo t'a touché et que tu sens que tu veux te libérer, alors je t'invite, cherche du soutien. Tu n'as pas à parcourir ce chemin seul. Sur ma chaîne, tu trouveras de nombreux autres contenus qui peuvent te renforcer et te donner une orientation. Et si tu veux, écris dans les commentaires ce qui de cette vidéo te reste particulièrement en tête. Car c'est souvent dans la confrontation honnête que se trouve le premier pas vers le changement. Abonne-toi à la chaîne si tu ne veux manquer aucun épisode. Et n'oublie pas, tu vaux la peine de te mettre toi-même en première place. Pas un jour, mais aujourd'hui. À la prochaine fois.